Table ronde, financer son fonds de commerce. Il va y avoir un petit jeu de chaises musicales. Je vais demander à Jean-Pierre Witz, Jacques Giron, Sophie Wojtaszek. Et dans la place, eh bien, ce serait sympathique qu'ils viennent nous rejoindre, à moins qu'il ait eu un contretemps. Donc, je vous présente les intervenants de cette deuxième table ronde. Jean-Pierre Witz, président de Farine et Financement. Jacques Giron, directeur du marché artisan commerçant à la Bred, qui va nous parler de cautionnement mutuel. Sophie Wojtaszek, je l'ai bien descendu, marché des professionnels à la direction du développement, la banque RIF de Paris, banque populaire. Pierre Sylve, avocat. Et Benoît Huret, qui est lui multipropriétaire, multisite, propriétaire de 4, c'est ça, affaires 5. Je ne suis pas tout à fait à jour. Merci beaucoup. Alors après la façon de choisir son fonds de commerce, nous sommes maintenant dans le financement. Vous avez vu les chiffres que le président vous a projetés sur le coût d'acquisition moyen, on va dire, que ce soit à Paris ou dans les départements limitrophes, avec ces questions sous le titre de cette table ronde, les sources de financement, l'importance du budget prévisionnel et quels apports. Quand on parle de financement, on va parler de banquiers, évidemment. Mais avant, je vais vous prendre un peu à contre-pied. J'aimerais qu'on écoute le multi-propriétaire qui nous dise en toute transparence comment vous faites. Bonjour Benoît Huret. Les banquiers vous suivent? Oui. Faites comme s'ils n'étaient pas là. On est entre nous. Tout va bien. Mettez-vous... oui, ça va en ce moment parce que, bon, voilà, vous avez un nom. Enfin, vous avez... aussi d'expérience, puisque vous n'êtes pas tombé du nid. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la place? 20 ans. Donc maintenant, forcément, les banquiers vous suivent. Vous les trouvez comment? Vous les trouvez très dynamiques, frileux, sur une échelle de 1 à 10? Vous mettez le thermomètre à quel endroit? L'apport qu'on vous demande? 20% à peu près, on est dans les clous. Merci. Alors je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous demander quelles sont vos motivations. Je vais me tourner vers les deux représentants des établissements bancaires. Donc on va commencer par vous, Sophie. Permettez que je vous appelle Sophie. Wojtaszek, voilà. Même par cœur, je sais le dire, même pas peur. Alors après, pour les plaies, c'est plus compliqué. Voilà. Combien? 300 points au Scrabble, d'accord, ça vaut le coup. Dites-nous très sérieusement sur le financement maintenant du fonds de commerce. Vous, quels sont les points sur lesquels vous ne dérogez pas lorsque vous avez un acquéreur qui vient vous voir en disant voilà, madame le banquier, madame la banquière, j'ai un projet. Alors approchez-vous parce que la puissance de ces petits micros est beaucoup moins importante. Donc, bonjour à toutes et à tous. Déjà, ce qui a été soulevé dans la première table ronde et même dans l'introduction du président, c'est l'expérience du repreneur. Quand l'on a un repreneur en face de nous et que l'on étudie son financement, d'abord on va étudier l'homme avec un grand H, même si c'est une dame qui se présente parce que ça se peut. Et en effet, son professionnalisme, avant tout le projet, c'est son professionnalisme qui va nous dire si on va le suivre ou pas. C'est très important de vous mettre en avant, messieurs, dames, car le banquier va avant tout vous financer, vous. Certes, il y a un projet, certes, on va regarder la cohérence du prix de vente avec le chiffre d'affaires indiqué. Comme on disait, certains aussi de la table ronde au niveau de la CAF. Donc le banquier va employer des termes que vous n'avez sûrement pas trop l'habitude d'entendre. Mais la CAF pour nous est très importante. C'est quoi? C'est la capacité, surtout le financement. L'expert comptable tout à l'heure en a parlé, en disant c'est la capacité que l'entreprise va avoir à pouvoir payer les entrants et vous payez vous. C'est très important. Et justement, on va étudier très sérieusement votre projet dans sa globalité et d'où viennent les apports. Donc oui, en effet, on dit minimum 20%, mais ce n'est pas 20% avec l'apport du meunier, c'est 20% d'apport personnel, parce que le meunier ou l'apport familial, vous allez devoir le rembourser. Donc on prend, et forcément c'est sur la capacité d'entreprise que vous allez devoir le rembourser. Donc forcément on va étudier très très pointu ce point-là, c'est au niveau de vos apports. Oui, c'est 20%, mais 20% de vos apports personnels. Alors on est bien d'accord parce que j'ai senti un petit moment de flottement quand vous annoncez 20%, c'est le minimum.
Mais on est d'accord que si on vient avec 30, vous avez le sourire. Voilà. Alors, je Hein. tiens à dire... Depuis quelques années. Non, je tiens à dire mini 20%, c'est Oui. hors frais. Donc Oui. forcément, vous avez minimum 10% de frais de notaire, d'inscription, les frais comment dire, les frais des transactions, les frais de transaction. Donc forcément, on arrive sûrement au-delà des 20% dessus. Alors vous demandez aussi de faire attention à la cohérence entre le chiffre d'affaires et puis ce qui existe, voilà, ce qu'on sait, ce qu'on sait moins. Là, c'est dans la discussion avec le vendeur et avec l'acheteur, comment vous arrivez à avoir l'ensemble des informations réelles et concrètes. Alors, nous justement, on prend quand même les 3 derniers bilans, donc on se base sur du déclaré au niveau des impôts et non parfois le réel. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est vrai que si on est sur on a entendu du 140% du chiffre d'affaires, pour nous on va se poser quand même certainement des questions en disant comment l'entreprise va pouvoir dégager une rentabilité pour pouvoir subvenir aux emprunts bancaires, au remboursement des emprunts autres, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas que les emprunts bancaires, et aussi à votre train de vie. Comme on l'expliquait, c'est très important que le boulanger puisse se projeter, le futur boulanger, s'il n'est pas déjà boulanger mais qu'il est salarié, qu'il puisse se projeter en disant « ma famille, j'ai un train de vie, je ne veux pas ». Et ça peut se comprendre, je ne veux pas baisser mon train de vie et au contraire, pourquoi pas l'améliorer. Tous ces paramètres-là, il faut absolument que l'on puisse nous les jauger, les juger et les apprécier. Et forcément, et tous les membres des tables rondes vont le dire, on va se baser, nous, sur le déclaratif au niveau des impôts, donc vos liasses fiscales. On ne pourra pas faire autrement. Tout à l'heure, Monsieur le Président du 9-3 nous disait l'importance du métier aussi. Comment vous faites, vous, parce que vous nous avez dit en préambule de votre prise de parole que vous faisiez attention à l'homme avec un grand H, c'est-à-dire que vous allez vous renseigner chez ses confrères ou vous essayez de mettre en place un certain nombre de réseaux à la chambre. Comment vous faites pour savoir que ce type-là ou cette dame est une bonne professionnelle et qu'elle va réussir dans son pari? Complètement. Donc déjà, nous sommes partenaires historiques de la Chambre syndicale des boulangers dans des vœux, dans des différents vœux que l'on sait, que j'ai pu assister. On me disait que l'historique, c'était notre première convention datée de 1980. Donc on va dire que la Banque Populaire est quand même le partenaire financier historique des boulangers. Et le président Payette, que je connais très très bien dans la Seine-Saint-Denis et non dans le 9-3, j'essaie de relever le nom du département. Mais du coup, forcément, l'expérience, et de ce fait, heureusement qu'on travaille en étroite collaboration avec la Chambre syndicale des boulangers, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui vont pouvoir nous dire le professionnalisme du futur repreneur ou du repreneur existant. Et mon collègue va parler tout à l'heure des comités de Socama pour abonder dans ce sens. Alors justement, ce ne sera pas tout à l'heure, mais tout de suite. Jacques Giron, bonjour. Vous êtes directeur marché artisan commerçant à la Bred, et vous allez nous parler de Socama et surtout du cautionnement mutuel qui permet d'avoir accès à des prêts très avantageux. Alors, bonjour à tous tout d'abord. Le cautionnement mutuel est plutôt destiné à alléger les garanties en fait, et faciliter l'accès au crédit. Le cautionnement mutuel existe depuis 1917, c'est donc quelque chose qui est très ancien, qui a été mis en place par les groupements d'artisans et de commerçants pour accéder au crédit, justement. Et comme le disait Sophie, une de ses caractéristiques, c'est d'accueillir des comités d'engagement locaux formés de professionnels qui vont donner un éclairage économique au projet. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sophie vous a parlé des éléments financiers principalement, c'est-à-dire le banquier va s'intéresser effectivement au plan de financement, au projet, enfin un certain nombre de choses, et évidemment à des éléments économiques. Et nous, ce qu'on va aller chercher via la Socama, qui va apporter sa contre-garantie au projet, soit directement via, parce que les recettes, ce sont des commissions de gestion qui sont prises de l'ordre de 1, ça dépend des Socama, mais entre 0,50 et puis 1,50 selon la durée. Et d'autre part, c'est aussi un vecteur qui nous permet d'avoir une contre-garantie du Fonds européen d'investissement qui facilite donc l'accès au crédit
des petites entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 000, sur l'ensemble de la France, c'est 30 000 dossiers par an pour 800 millions de contre-garanties. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif. Alors comment les choses se décident? Je vous disais tout à l'heure que on voyait plutôt l'aspect économique des choses. Alors je vais revenir évidemment sur l'aspect... il y a trois sujets qui sont regardés principalement avec le comité d'engagement. Le repreneur, donc l'emprunteur, le projet et puis la cohérence du plan de financement. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, on constate, parce qu'évidemment on a une antériorité qui nous permet de voir quelles sont les causes de sinistre, et les deux principales causes de sinistre, c'est le manque d'expérience du repreneur et des frais de cession qui sont surévalués. Les deux étant souvent d'ailleurs assez liés, puisque quelqu'un d'inexpérimenté va avoir tendance à accepter peut-être un prix qui ne correspond pas à ce qui serait raisonnable. Donc au niveau du repreneur, alors, il y a évidemment l'expérience, il y a un certain nombre de choses qu'on va regarder, et en particulier avec l'éclairage de la profession, puisqu'effectivement la profession connaît, souvent ça a été les apprentis, donc ils ont pu évoluer. Ce qui va nous intéresser aussi, on l'a abordé un petit peu indirectement, mais c'est aussi le rôle du conjoint, en particulier dans la boulangerie. On s'aperçoit qu'il y a eu des explications qui ont été données tout à l'heure en disant que les couples aujourd'hui n'acceptent peut-être plus ce qu'ils acceptaient il y a une vingtaine d'années. Et on voit des causes de sinistre avec des jeunes repreneurs où le couple explose et en fait le problème tombe. Donc il faut essayer d'identifier la motivation du repreneur. On se retrouve maintenant avec aussi des parcours assez différents. Avant, vous aviez systématiquement des gens qui étaient issus de la profession, qui avaient fait leur apprentissage. Maintenant, on retrouve dans des repreneurs des deuxièmes parcours professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont 40, 45 ans, qui sont passés par l'INBP pour avoir une formation assez rapide et qui reprennent à fond. Et là, on n'a pas tout à fait le même vécu. Le fameux dimanche, il a mis en cause, quoi. Alors, vous avez parlé de garantie, qu'on soit bien clair, le cautionnement mutuel donne accès à un certain nombre de contre-garanties, c'est pour alléger, on va dire, l'engagement personnel de celui qui se lance, parce qu'il veut bien mouiller la chemise, mais il ne voudrait pas la perdre, quoi. Donc il y a un moment, c'est ça, c'est cet accès-là que vous favorisez. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a alors on a deux types de financement, des prééquipements classiques, dont je ne parlerai pas, mais il y a qui sont sans caution personnelle lorsqu'ils passent par SOCAM à FEI, et les prêts de transmission d'entreprise qui, eux, limitent la caution à 25%, en tout état de cause. À la fois la caution, mais aussi, si c'est une interpersonnelle, il n'y a pas de caution extérieure, donc l'engagement personnel du repreneur à 25%, c'est bien personnel. Donc on limite, en fait, c'est destiné essentiellement à préserver le patrimoine personnel du dirigeant, en limitant son implication. Quels sont les montants jusqu'où vous pouvez aller avec ce type de... Alors traditionnellement 150 000 €, je pense que cette fois aussi. Alors ça peut dépendre chaque SOCAM. Il y a une vingtaine de SOCAM en France, puisqu'elles sont adossées aux banques populaires. En général, le maximum effectivement c'est 150 000 €. Au-delà, on finance, mais avec un prêt complémentaire, bien évidemment. Pour ce qui concerne le deuxième sujet, c'est le fonds de commerce. On en a parlé de l'emplacement, mais son état aussi principalement. Et là, effectivement, on va aller voir ce Mérial. Enfin, on demande quasiment systématiquement maintenant un outil d'un centre local d'action qualité pour vérifier que le fonds est en ordre. Les problèmes de bons commerciaux, bien sûr, sont vus. Il y a un autre sujet aussi qu'on regarde assez fréquemment, c'est la rotation du fonds de commerce. Parce qu'un fonds de commerce qui tourne tous les 2 ou 3 ans, alors pas forcément dans la boulangerie, on trouve ça dans d'autres activités, mais des fonds de commerce qui tournent un peu trop rapidement, c'est souvent une source... c'est un indicateur un peu à l'orange pour vous. Voilà, exactement. Et puis alors, je reviens au prix. On a parlé tout à l'heure de... Alors, vous savez, quand on a vu le graphique de Jacques tout à l'heure, on a vu qu'entre 2007 et 2013, les transactions étaient passées de 350 à 237 ou des choses comme ça, avec des prix qui n'avaient baissé que de 73 à 63 millions. En fait, ce qui explique clairement, c'est le prix moyen du fonds qui a augmenté. Et bon, pour surprendre l'histoire, la crise financière, c'est 2007-2008. Donc on a quand même, et ça c'est une source d'attention pour nous, on a une évolution des prix de cession de fonds de commerce qui est, j'allais dire, un peu en contradiction avec l'évolution de la conjoncture économique qui s'est quand même dégradée sur ces dernières années. Donc on est à un niveau de fonds de commerce, on parlait tout à l'heure de 120-140%, qui est un peu interpellant parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je vais donner peut-être une explication sur à la fois les 80% dont parlait Sophie, enfin les 20% d'apport dont parlait Sophie, et la manière de calculer le prix.
si vous voulez, bon, vous avez, on a un autre indicateur qu'on regarde, puisque le remboursement du prêt se fera par la capacité de financement, mais principalement la capacité de financement, le résultat net. Donc nous, dans le prix d'info, on va regarder le résultat net retraité les 3 dernières années. On va multiplier par 5 pour avoir un prix à peu près cohérent. Si vous multipliez par 5, que vous remboursez, que vous financez à 80% et remboursez sur 84 mois, faites la règle de 3, vous apercevrez, vous allez avoir des charges de remboursement qui vont se rapprocher de 60% de la capacité de financement dont Sophie parlait, ce qui correspond à un niveau raisonnable de charges de remboursement. Voilà, donc dans le prix, on a, vous avez un chiffre d'affaires, c'est bien, mais c'est pas avec le chiffre d'affaires qu'on rembourse le prêt. Donc on a un autre indicateur, et quand on s'écarte un petit peu trop de ce critère-là, ben on se dit que quand même, comment il va rembourser, quoi. Alors après, on vous explique qu'il y a aussi, dans certaines professions, une partie qui n'est pas... mais ça ne nous regarde pas. Voilà. Donc, vous allez avoir des problèmes. Mais bon, effectivement, ce qui est véritablement la source de calcul de la capacité de remboursement, c'est la pièce fiscale dont parlait Sophie. On est bien d'accord, pour se baser sur on se base sur les chiffres, voilà, les chiffres officiels qui sont à votre disposition. Si vous voulez, on a un autre éclairage qui est la capacité. En fait, c'est ce qu'on appelle la valeur de rendement du fonds. La valeur de rendement, c'est sa capacité bénéficiaire, et c'est celle qui permettra le remboursement du financement. Sophie. Je voudrais juste rajouter pour les repreneurs qui sont dans la salle pour présenter son projet à la banque. On a quand même certes l'expérience. On a vu le plan de financement en cohérence, ça on y reviendra tout le temps, et je pense que c'est assez martelé dans la table ronde précédente et dans les suivantes, on va en parler. Mais aussi, depuis certaines années, on a mis une obligation, c'est d'avoir dans le dossier banque, alors on appelle ça le CLAC, Jacques en a parlé, mais on a aussi mis depuis 3 ans, on a travaillé avec la chambre syndicale, un audit de Sauverrial, ou du CLAC, ou du Sauverrial, pour que l'on puisse nous financer des choses, que l'on soit sûr. Donc c'est important, et ne soyez pas surpris si la banque, quand vous allez dire bah, tiens j'ai mon dossier de financement, on va vous poser cette question. Et là, je passe un message, ce sera peut-être l'effet d'une table ronde autre, c'est aussi la norme accessibilité. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2015. C'est bientôt. Merci. Jean-Pierre Witz, Farine et Financement. Je reviendrai vers vous, Jacques Giron. Bonjour. N'hésitez pas à prendre la main. Alors vous intervenez, si j'ai bien tout saisi, dans l'intervention, dans le financement surtout des premières installations. C'est le cœur de votre activité. Oui, bonjour à tous. Le Farine et Financement est agent commercial en meunerie et également intermédiaire en opération de banque pour différentes banques, mais principalement banques populaires, où je passe à peu près 80% des dossiers, pour ne pas dire 95%. Les intermédiaires en opération de banque depuis 31 juillet 2013 doivent être répertoriés à l'ORIAS et toute personne qui dépose un dossier en banque doit avoir ce numéro d'ORIAS. Effectivement, Farine et Financement intervient principalement dans les premières installations, tout simplement parce que quand un jeune est candidat pour reprendre une boulangerie, par l'intermédiaire d'un marchand de fonds, par l'intermédiaire de son moulin, ou moi-même, si je le mets en relation avec quelqu'un qui vend son fonds, eh bien, il va démarrer dans l'aventure, et aventure qu'on a vue avec la première table ronde, où tout se révèle exactement comme à chaque fois, tout le monde fait son travail, le comptable voit bien le jeune qui va démarrer avec les prévisionnels, la banque voit les documents, l'avocat fait son travail, etc. Et puis, on en arrive à l'installation du boulanger qui, après la vente, se retrouve avec sa clé, avec son épouse, et doit rejoindre son fonds de commerce. Alors, Farine et Financement, et mon rôle, je l'ai surtout trouvé en tant que meunier, au départ, vendant de la farine, et voulant bien sûr en vendre beaucoup et surtout me la faire payer, eh bien, il fallait que j'accompagne ce jeune boulanger qui démarrait. Et je l'ai trouvé passionnant, puisque à chaque fois, il demande tellement de choses. Et on commence en premier à bien vérifier les chiffres qu'on a eus, c'est-à-dire le plan de trésorerie,
le prévisionnel qui a été fait soit par le comptable, soit par d'autres personnes, mais généralement, et je l'espère à chaque fois vérifié, par le comptable, eh bien on instaure, ce que j'instaure, c'est un plan de trésorerie, et dès qu'il va rentrer la première fois dans son fonds de commerce, eh bien il sait, avec moi, il sait tout de suite, il va avoir chaque mois tant de chiffre d'affaires à faire, tant d'achats à faire, tant de budget salaire, et en définitive, il sait exactement ce qui va lui rester pour vivre tous les mois, qui correspond généralement à un petit peu plus que son salaire, c'est ce qu'il souhaite. C'est à toutes les questions que je pose, combien voulez-vous gagner en faisant cette boulangerie? Eh bien, ils me disent à chaque fois la même chose, au moins ce que je gagne aujourd'hui pour les comptes. Généralement, c'est un petit peu plus, mais c'est un peu normal, puisque généralement, ils passent de 8 heures par jour à 10, 14, voire pour certains, 16 heures par jour, donc il est bien normal qu'ils soient un petit peu plus payés. Alors donc, je leur donne leur chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires TTC qu'ils doivent réaliser dans le mois, les achats et le budget salaire, et je passe les voir eh bien, une fois par mois pour faire le rendez-vous sur objectif. Et à ce moment-là, eh bien, on vérifie le chiffre d'affaires s'il est présent, on vérifie si les achats ne sont pas explosés, on vérifie également si les salaires sont respectés. Eh bien, de tout ça découlent les questions-réponses. On tourne autour de ce plan de trésorerie. Et pendant ce rendez-vous qui dure à peu près 2 heures, eh bien, le couple pose des questions sur tout ce qu'il a rencontré pendant un mois, toutes les difficultés qu'il a déjà rencontrées, parce qu'il y en a beaucoup. Et je les réoriente, soit vers leur avocat, soit vers leur comptable, qui peut leur donner éventuellement une réponse. Nous allons voir effectivement parler des contrats de travail, etc., etc. Et j'estime le rôle de Farine et Financement en tant que aide à la gestion pour ces jeunes boulangers, eh bien, dans un rôle de généraliste. En aucun cas, je n'interviens pour des choses de bien précis, mais par contre, je fais signe immédiatement à l'avocat, aux professionnels, aux spécialistes, les problèmes qu'il peut y avoir. Pour être tout à fait clair, vous les aidez à monter le dossier, vous étudiez évidemment la réalité et la faisabilité de la chose, vous ne financez pas. Je ne finance pas, absolument pas. Farine et Financement monte le dossier de financement du début jusqu'à la fin. Je rencontre généralement le couple qui m'est présenté par une relation, soit le patron, etc. Dans un premier temps, pendant quelques mois, on se rencontre et on discute du projet qu'ils souhaitent faire. Et puis au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on trouve le fonds de commerce. Et à ce moment-là, on signe un compromis de vente. Et bien sûr, en relation avec leur comptable ou leur futur comptable, généralement c'est leur futur comptable, eh bien on met les choses au point et on voit si c'est réalisable. Vous êtes spécialisé, vous l'avez dit, dans la primo-accession. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes qui viennent vous voir, les jeunes ou les moins jeunes, sont suffisamment au fait de tout ce qu'il faut avoir dans son dossier pour passer l'étape cruciale du financement, puisque c'est le thème de la table ronde? Généralement, les jeunes sont très professionnels. Très professionnels, ils connaissent bien leur métier. Généralement, on nous amène quelqu'un, ou les patrons, souvent les patrons nous amènent leurs jeunes qui ont bien avec eux tellement longtemps. Ils sont très professionnels dans le métier de la boulangerie-pâtisserie. Ça, c'est incontestable. Madame sait très bien ce qu'elle va faire dans sa boulangerie. Au niveau où le bas blesse, généralement, c'est au niveau de la gestion de l'entreprise. Et surtout quand ils se retrouvent tout seuls dans l'entreprise le soir à 20h, ils remontent avec leur pièce. Et c'est l'inconnu. Donc je pense que Farine et Financement intervient à juste propos à ce moment-là. Que faire avec son tiroir caisse? On le verra dans la 3e table ronde, c'est gestion du fonds de commerce. Mais moi j'ai une petite idée, mais je la garde pour moi. Pierre Sille, bonjour, vous êtes avocat de la chambre professionnelle des boulangers de Paris et des départements limitrophes. Vous êtes là pour sécuriser le dossier et faire en sorte que le dossier soit tip-top, pour reprendre une expression un peu jeune, pour passer le cap du banquier. C'est ça un de vos actes de travail? Oui, c'est une mission que j'essaie de remplir pour le compte de la Chambre depuis de nombreuses années. Je rebondis sur ce que j'ai entendu de ma voisine concernant Sovérial, puisque c'est en plein dans le sujet qui est celui de cette table ronde. Dans le protocole d'accord, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut en général faire vérifier, je dis en général, mais je souhaite que ça soit une universalité des actes, le matériel par Sovérial.
Alors très souvent, moi j'ai une explication de gravure toujours amicale avec mes confrères qui sont face à moi et en collaboration dans les sessions. C'est le moment d'intervention de Sauverrial. Alors, moi je milite tout à fait dans le sens de l'intervention la plus rapide de Sauverrial, de l'organisme vérificateur du matériel. Pourquoi? Parce que le boulanger, acquéreur, eh bien, il doit présenter un dossier en banque, si vous me permettez d'enfoncer cette porte ouverte. Et je pense que, c'est ce qu'on a entendu depuis le début de ces assises, la difficulté croissante et la frilosité des établissements bancaires. Je dirais beaucoup plus le grand professionnalisme des établissements bancaires et la nécessité de les suivre. Donc la nécessité de présenter un dossier le plus complet possible, le plus transparent possible, on y reviendra parce que là, ce qui est épatant, c'est que j'ai le listing de ce dont il faut parler, là. Ça va, ma vieille mémoire va s'en servir. Et donc, dans un premier temps, à mon sens, imposer la vérification du matériel dès après la signature du protocole, de sorte d'arriver en banque, et ce qu'on vient d'entendre nous le confirme, puisque nous avons heureusement des établissements bancaires qui imposent ce contrôle du matériel dans leur dossier, mais les autres établissements aussi, et donc arriver avec un atout de plus pour l'acquéreur, pour son crédit, mais également pour le vendeur, puisque c'est évidemment la réalisation de cette cession qui va lui permettre de réaliser son projet 2 mois et demi plus tard, grosso modo. Bon. Idem pour tous les éléments qui construisent le dossier de cession. Alors, on l'a dit plusieurs fois, et mes confrères, sans doute avec plus de talent que je n'en ai tout à l'heure, mais en fait, qu'est-ce que c'est le travail d'un avocat de la Chambre dans les sessions? C'est tout simplement de les sécuriser. Et pour reprendre une image que j'utilise quelquefois avec simplification, c'est de photographier, soyons pessimistes, de la façon la moins imprécise possible, la chose achetée et vendue. Sur les thèmes, les 3 grands thèmes dont on a parlé 100 fois depuis le début de cette réunion, le droit social, le bail commercial et les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires, c'est évidemment une capacité qui appartient beaucoup plus à l'homme du chiffre, à l'expert comptable, Claude Barouche qui était là tout à l'heure, et les autres qui sont présents dans cette salle, certains, et qui tournent autour de la profession. Donc l'expert comptable, il a un rôle capital en liaison avec le conseil avocat, c'est celui d'établir un prévisionnel, de sorte de nourrir le dossier que l'on va soumettre au banquier, non pas pour lui faciliter la tâche, parce que ce sont des gens compétents, somme toute, vraiment, mais pour surtout permettre au banquier de prendre sa décision dans le meilleur délai possible. Alors, sur le rapport Sauverrial, je maintiens mon opinion qui est de le faire établir le plus vite possible. L'argument inverse est de dire oui, mais si pendant les 2 mois où le matériel reste à la garde du cédant, s'il y avait un pépin sur ce matériel, à ce moment-là, le rapport Sauverrial ne vaudrait plus. Pourquoi ne pas en faire établir 2 si le cessionnaire le souhaitait? Bon, ça c'est un vœu pieux. Bon, sur les prévisionnels, il faut évidemment que le prévisionnel soit établi par un expert comptable qui connaisse la profession, qui soit pointu sur tous les tours et les détours de la profession. On a entendu tout à l'heure toutes les réflexions à cet égard. Et sur les prêts complémentaires, je prends la suite de ce que je vois sur le programme, et évidemment la transparence la plus grande. Je crois qu'il est négatif, et ce serait des ruses de balayeur, que d'exprimer dans le financement de l'acquéreur un prêt meunier qui ne serait pas déclaré à la banque. Ce serait périlleux pour l'obtention du prêt, parce que grosso modo ça se sait toujours, et puis ce sera aussi périlleux pour l'activité du boulanger acquéreur. Merci Pierre-Sylve. Jacques Giron, vous souhaitiez intervenir. N'oubliez pas. Voilà. Oui, une petite précision. On est tout à fait. Alors d'abord, pour ce qui concerne les questions d'information,
on ne fait pas que financer, on a aussi une obligation de conseil. Et si on n'avait pas pris les mesures, enfin si on n'avait pas fait les investigations nécessaires à un emprunteur, on peut nous reprocher de l'avoir entraîné dans la difficulté. On se retrouve maintenant avec du contentieux sur ce sujet-là pour défaut de conseil. Ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant, alors il y avait les sauvegardes, la profession, on est tout à fait, la relation parfois entre l'emprunteur et le banquier peut paraître déséquilibrée. Dans ce cas-là, on ne demande pas mieux, et notre présence ici le démontre, qu'il soit accompagné ou son expert comptable ou du syndicat. Et quand on regarde le profil d'un repreneur, on pose un certain nombre de questions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la profession, mais quels sont ses engagements. Ce qu'on essaye de tester, si c'est quelqu'un qui va plutôt aller chercher du conseil et aller chercher à se faire accompagner, ou quelqu'un qui considère qu'il sait tout seul, et en général, avec cela, on a souvent on essaie de trouver parfois des problèmes. Donc, deux choses, le négocier de conseil d'un côté, et le fait qu'un client soit accompagné nous convient tout à fait. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, alors c'est plutôt pour la création, mais une création ex nihilo comme ça, sans accompagnement, c'est 50% de taux de pérennité à 5 ans. Accompagné, c'est plus de 80%. Donc, et c'est un peu vrai pour la transmission reprise sur les traitements précédents. Soyons clairs, est-ce que vous avez un pourcentage à nous communiquer de dossiers qui sont retoqués? Alors je ne dis pas refusés forcément, parce qu'ils peuvent être réexaminés par la suite, mais retoqués, est-ce que c'est 1 sur 10, plus? Honnêtement, on ne fait pas de statistiques là-dessus. Je sais que la question est assez souvent posée. Un banquier ne fait pas de statistiques, ça c'est rare. On n'est pas une courbe, même secrète. Alors, je vais, parce que c'est une remarque légèrement ironique. Pas du tout. On fait des statistiques sur notre production. Voilà. Et par définition, de circuler. Ne pas produire. Voilà. Donc, voilà, on a un peu de difficulté. La seule chose que je puisse vous dire, quand même, et ça c'était une enquête de la PCE, donc, mais qui vaut peut-être aussi sur le précédent excédent, c'est que 85% des créateurs d'entreprise trouvent un financement. 85%. Ce qui est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Comme quoi vous avez une image qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, puisque vous le dites, l'année dernière, les banques populaires avaient un engagement de financement de 7 milliards, on a fait 8 milliards et demi. Je vous dis, depuis 2007, la tendance est quand même assez compliquée. Tous les ans, on a augmenté le volume de nos concours. Donc, alors là, évidemment, je parle macroéconomique, c'est global. On a augmenté notre production tous les ans. Évidemment, dans l'intervalle, il y a des dossiers qui n'ont pas été reçus. Ça, c'est évident. Mais globalement, on a joué notre rôle. Je pense que, et on l'a aussi joué parce que on avait aussi la profession, nos partenaires pour nous accompagner. Au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est important que vous le disiez, parce que c'est vrai que voilà, entre l'image perçue et la réalité, il y a souvent des fossés qui ne sont malheureusement pas toujours faciles à combler. Je vais vous dire, dans les comités d'engagement secrétaire, ce sont souvent les professionnels qui sont plus sévères que les banquiers. Le message est passé. Benoît Huré est avec nous, il est multi-propriétaire, 5 points de vente Paris, région parisienne, dites-nous, approchez. Paris. Vous avez commencé il y a en 1993, oui, à peu près, à l'âge de 23 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque? Vous en aviez marre d'être chez un patron? Vous aviez envie d'être à votre compte? Oui, au départ, moi j'avais quelqu'un dans ma famille qui était déjà installé, et puis voilà, au bout d'un moment, enfin 23 ans, c'est pas trop tard, mais bon, à partir du moment où on a un moteur devant soi, voilà, on a envie de s'installer, quoi. Rappelez-nous, en 1993, quand vous vous installez, vous partez comment? Vous partez avec une CAF de combien? Vous avez fait un état des lieux du matériel. Sovérial n'était pas né encore, je crois, en 93, mais vous êtes allé voir un comptable, un banquier, tout ça? Dites-nous tout, la vérité, rien que la vérité. Une gérance. Une gérance, d'accord. Une gérance bien ficelée, où j'ai payé pendant 4 ans, voilà. Et alors, j'ai payé pour apprendre. Voilà, vous avez payé pendant 4 ans, et puis après? Et après, j'ai acheté ma première affaire, j'avais 25, 26 ans. Alors comment vous pouvez financer la première affaire? C'est avec les économies faites pendant les 4 premières années, ça suffit? Non, ça suffit pas, ça a juste payé les frais la première fois, c'est-à-dire qu'on ouvre une poubelle et on jette 50 000 €. Voilà. Et après... il va se faire des amis. Et puis après, c'est l'aide du moulin, l'appui du moulin, parce que à l'époque c'est un moulin qui m'a installé, et puis je crois que c'était la Banque Populaire à l'époque. Déjà. Voilà.
Et ensuite, troisième, quatrième, cinquième, est-ce que vous avez à chaque fois le même état d'esprit ou la même stratégie quand vous vous installez dans un nouveau point? Non, mais aujourd'hui c'est différent. J'ai passé 7 ans ou 8 ans dans la première affaire. On l'a vendu, on s'est installé place d'Italie après. Et là déjà c'était la belle affaire. Mais après on a un cursus qui fait qu'on évolue, voilà, on a envie, on aime ça, on aime notre métier de toute façon. Donc quand on a passé 3-4 ans là-bas, on commence à s'ennuyer. Et puis après il faut faire autre chose, donc pourquoi pas en faire une deuxième. Ce qui est assez compliqué au départ, mais qui se... Avant de parler de la motivation, puisque ça aussi c'est un point important qui fait avancer un professionnel comme vous et comme beaucoup dans la salle, le financement, est-ce que ça a été un problème? Est-ce que ça n'a jamais été un problème quand vous aviez repéré un site? Voilà, est-ce qu'il y a eu des freins Non, parce que moi, depuis, j'ai toujours été entouré, de toute façon. J'ai toujours eu un moulin, j'ai toujours eu un avocat, j'ai toujours eu un banquier aussi. Et donc, voilà, il faut s'entourer et après, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc vous laissez aux professionnels le soin de travailler sur le montage du dossier de reprise, avec tous les aspects qu'on a vu dans la première table ronde, et vous vous focalisez sur le côté professionnel. Voilà. Et sur le développement, si vous me disiez, c'est la motivation, c'est ça qui vous fait avancer, c'est la motivation. Alors la vôtre, mais c'est aussi, c'est important, celle du personnel. Vous avez combien de personnes maintenant, vous 4 ou 5 à faire? On doit être de 80, je crois. 80 salariés, donc ça fait déjà quelques conflits possibles. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais très peu dans l'ensemble. Très peu dans l'ensemble. Il y en a beaucoup à la reprise, en fait. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup des systèmes mémoire. Parce qu'aujourd'hui, justement, on ne faisait pas encore assez attention, comme disait à la table d'avant, au contrat et aux reprises. Ce qui se passe sur la prochaine affaire, on pouvait bien les lire et en parler bien avant. Quoi. Alors, mais parfois, on est d'accord, si j'ai bien tout saisi, qu'il y a ce qui est écrit et ce qui est dit. Oui, mais on se base sur ce qui est écrit. Les écrits restent. L'importance aussi pour vous, c'est de passer, on va dire pas la main, mais d'offrir des perspectives nouvelles à des collaborateurs aussi, c'est de les faire grandir en même temps que vous. Voilà, aujourd'hui, je dirais qu'on a moins de problèmes avec le personnel parce qu'ils évoluent comme nous. Ils évoluent assez vite dans l'entreprise, puisqu'à chaque fois qu'on rachète quelque chose, on les déplace. Enfin, on voit les gens motivés, démotivés, et on les déplace et on les fait évoluer dans des postes voilà, où tout le monde c'est gagnant-gagnant de toute façon. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire une erreur ou d'acheter quelque chose pour laquelle vous êtes emballé, vous avez payé trop cher ou... Non, pas encore. Mais je pense que comme tout le monde, à un moment, ça arrivera. J'espère que le plus tard possible. Oui, après c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, de toute façon. La dernière affaire que vous venez de prendre, elle se situe où, si on fait une petite phase de pub? La dernière, pignon sur rue, c'est venu Victor Hugo. Carton. Voilà. Merci beaucoup Benoît Heureux d'être venu parmi tous ces professionnels du chiffre. Si vous avez des remarques ou des questions sur cette deuxième table ronde sur le financement du fonds de commerce, n'hésitez pas. Nous avons donc Maître. J'ai une précision, c'est un point qui me semble assez important en ce moment. Dans les protocoles d'accord, promesses de fonds de commerce, on détermine très précisément les conditions dans lesquelles l'acquéreur va solliciter son crédit, son prêt. J'invite vraiment les acquéreurs à scrupuleusement respecter ce petit cursus qui est précisé, déposer tant de dossiers avant telle date, avoir les réponses ou les dépôts de réponses à telle autre échéance, et le faire savoir à l'acquéreur en temps et en heure, de façon utile, par lettre recommandée en général, ou par l'intermédiaire des conseils. Parce que c'est pas du tout dans le domaine de la boulangerie, mais dans un autre domaine commercial, j'ai vu récemment une petite anicroche à ce parcours qui était commis par l'acquéreur et qui sont suivi un conflit pour récupérer les 10% des dépôts de garantie pour préciser la promesse synalgmatique. C'est un point important. Hein, les gens font comment dirais-je, boire à chauffer de toutes les failles de ce qui est écrit. Alors, deux points qui ont été abordés. Le premier,
l'importance de Soveria, d'un autre organisme de contrôle de l'état du matériel, pour moi, il doit être établi avant la signature de la promesse. On ne peut pas s'engager pour acheter un fonds sans connaître l'état du matériel. C'est un élément déterminant. Deuxième observation, et je reprends effectivement le propos, et c'est très important de le souligner, de Benoît Huret. À chaque reprise, il y a des difficultés avec le personnel parce que les nouveaux repreneurs sont des investisseurs qui ont une autre vision du métier et que lorsqu'ils arrivent dans un fonds où les gens ont été soit abandonnés entre guillemets par l'employeur, soit habitués à de mauvaises pratiques, il y a nécessairement une tension. Et ça se traduit parfois par des brisages de rupture, du prétendu harcèlement, parce qu'on demande tout simplement aux salariés de faire son travail, ce à quoi ils n'étaient pas habitués. Donc c'est très important de se dire. Voilà, le signal d'alarme est tiré. Sophie Wojtasek, un petit mot pour être pile poil dans les temps. C'est surtout pour répondre à Maître sur Sovergal et surtout pour reprendre les termes de mon voisin, c'est surtout au niveau de Sovergal. On va l'étudier, mais on va vous dire, monsieur ou madame, il nous faut le rapport, je tiens à dire UNCLAC ou Sovergal, pour prendre une pleine et entière décision de votre demande de financement. Ça va retarder d'autant notre décision. Donc après, oui, la banque, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'elle a mon dossier. Oui, mais parce que on dit, on s'engage, on l'a écrit sur maintes conventions, on s'engage sous 15 jours à vous répondre. Mais sous 15 jours, quand votre dossier de financement est complet, messieurs dames. Donc surtout, faites-le avant d'aller voir la banque. Alors quand avant la signature ou avant la signature du protocole ou après, voilà, c'est un message que je voudrais faire passer, c'est que si parfois nous mettons du temps à répondre, c'est parce que le dossier n'est pas complet. C'est vrai que pour vous, on vous acquéreur, on sait que c'est le parcours du combattant, on sait que vous devez avoir un cheminement important, long et fastidieux, mais ce n'est pas au premier rendez-vous de la banque que nous allons monter, étudier le dossier, passer en comité de création ou aller monter à étude et décision au siège. C'est vraiment quand le dossier est complet, parce qu'autrement on va se faire retoquer une première fois le dossier, il manque ces pièces-là. On remonte le dossier, ah ben il manque. Et vous savez que ça agace aussi les gens quand on présente plusieurs fois le dossier et qu'il est incomplet. Donc s'il vous plaît, un maximum, et on en a parlé avec tous les conseils qui étaient là à la table précédente et à celle-ci, c'est d'avoir un dossier complet, c'est-à-dire avec toutes les pièces justificatives que votre banquier ou les conseils vont vous demander d'apporter. Ça, c'est très important. Donc c'est nécessairement avec la promesse, puisque vous êtes saisi d'un dossier avec promesse. Dans ce que je disais, il faut avoir le rapport avant et signer la promesse avec ce rapport. C'était la dernière intervention ici au premier rang et ensuite on passe à la 3e table ronde. Bonjour, Anaïs Ramon, boulangerie de la Fée du Boulanger. Je m'adresse à vous parce que vous parlez d'indicateurs, d'apports, etc. Aujourd'hui, derrière les projets innovants, on retrouve beaucoup de business angels, peu de banques. Je parle, même dans mon cas personnel, si mon père n'avait pas suivi, j'avais 3 business angels qui suivaient sur le projet, aucune banque. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque, son rôle, c'est pas un peu plus de parier sur les nouveaux acteurs, de prendre des risques, et pas du tout de s'en tenir à des critères de sélection? Sur ce Et point. je parle juste, et en finance en banque. Alors, ce sont 2 métiers totalement différents. Je vais vous donner un business angel va parier sur la plus-value en capital. Il peut avoir 1 ou 2 projets qui tombent et puis celui qui va bien marcher va lui permettre de générer sa plus-value. Une banque, elle a une marge d'intermédiation, une marge d'intérêt. Je vais vous donner un exemple précis. Alors, on va dire tout de suite, les taux sont à 3, ils sont peut-être au-dessus, mais enfin, on va dire 3. On a au maximum une marge d'1 point. Si vous prenez un impayé de 100 000 €, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez derrière ça 10 millions de production à 1% de marge. C'est-à-dire que la position du banquier est totalement différente parce que sa rémunération n'est absolument pas liée à une plus-value en capital qui serait générée et qui est le rôle du business angel. Ceci étant, les deux activités sont complémentaires parce que le business angel ne va pas faire la totalité du financement. En général, il va apporter en capital et en fonds propres. En général, il est un peu complémentaire. On travaille sur d'autres secteurs, justement sur de la création avec des fonds de business angel.
ils vont apporter peut-être au total 30-40% du financement, et il y aura quand même besoin d'un financement complémentaire. Les deux modes de financement sont complémentaires, mais ce sont deux métiers différents. Et les banques le font aussi, mais non pas sur leur bilan, mais via des fonds communs, des FCP à risque, des choses comme ça, où ils vont drainer l'épargne des particuliers qui choisiront de prendre ce risque-là, alors avec des avantages fiscaux, tout ce qu'on veut, ça c'est un autre sujet, mais ce sont deux métiers différents. Et on n'ira pas, on peut pas se permettre de prendre un risque en capital permanent. Pour résumer, on parlait des banquiers frileux, mais pour résumer, un banquier prend son risque sur le principal et sa rémunération sur l'accessoire, c'est-à-dire sur la marge d'intérêt. Et si le risque devient supérieur à la marge d'intérêt, on est comme n'importe quelle entreprise, on a forcément des difficultés. Non, mais j'ai bien compris que je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Hein, visiblement, ce ne sera pas le cas. Je vous pose une question, je vous réponds. Je dis que ce sont même avec un large sourire, on sent qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Et ça passe mieux, ça passe mieux. J'avais un petit peu perçu, mais bon, je suis un petit peu désolé de vous décevoir, parce que bon, j'aurais franchement aimé vous faire plaisir, mais malgré tout, ce sont quand même deux métiers un peu différents, qui sont complémentaires, et pour les raisons que vous expliquez, un business angel va parier sur le capital, va faire une plus-value en capital, et une banque va faire sa marge sur la marge d'intérêt. Voilà, on a bien compris que les métiers étaient différents et que les points de vue aussi. Merci beaucoup, madame et messieurs. Je vous demande de reprendre place dans la salle. Nous allons mettre en position les chevalets pour la troisième table ronde.